Maline tes chances, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, Maline tes chances, c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche, Maline tes chances, l'oiseau frivole de nos destins. Me parler un petit peu de la genèse du film que l'on a vu hier soir. Là, c'est la troisième partie, c'est ça, ou la seconde partie? Comment on peut... Oui, c'est un peu. Quand j'ai fait d'abord Gary et Gérard et les Indiens. Et c'est des films qui retracent l'histoire de ma famille qui était très très engagée après 68 et à Toulouse. Et à Toulouse, c'était la capitale de l'autre Espagne, quoi. Il y avait encore Franco au pouvoir en Espagne. Et donc ils ont été très très engagés dans les mouvements antifranquistes. Et donc ils ont monté des groupes, un réseau de groupes autonomes qui s'appelait Gary, groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Et après, Franco est mort et ces groupes se sont un peu éparpillés. Et il y a un de ces groupes qui a évolué avec Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménégon qui ont fondé, avec d'autres, avec Michel Camilleri, avec d'autres, Action Directe. Et moi j'avais fait un premier film qui s'appelle Gary et j'avais une sensation d'inachevé et je voulais raconter comment c'était fini ce mouvement, quoi. C'est pas un film politique, c'est pas un film militant, c'est un film de conscience. Si je te dis ça, ça te convient? Moi tout me convient. Moi j'étais immergé là-dedans et c'est vrai que c'est une période qui me faisait beaucoup fantasmer en tant qu'enfant, alors que c'était très dur. Et en fait, l'enjeu du film, c'était de rendre ce gamin, donc qui vit au milieu de ces groupes de très très engagés, quoi, qui font des actions assez dures. Et donc pour moi c'était magique, quoi. Et pourtant pour les plus grands, pour les adultes et pour mes frères et sœurs plus grands, c'était très très dur, quoi. Il y a eu des années de prison, il y a eu beaucoup de conflits entre eux sur savoir comment continuer la lutte, quoi. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il y a toute une partie de ces groupes qui pensent que ils sont plus soutenus par la population, que la population veut croire en l'arrivée de Mitterrand. Et d'autres, et que donc on va passer pour on va être incompris. Et d'autres groupes pensent qu'il faut continuer et qu'il faut aller plus loin. Et donc, moi en tout cas personnellement, je ne sais pas, j'avais 10 ans, je ne sais pas qui avait tort, qui avait raison, quoi. Je peux pas dire. Le pouvoir politique en place a voulu classer entre les durs et les mous. C'est dans Wikipédia, quand on regarde cette période et tout ça, c'est marqué comme ça que un mec qui s'appelait Joannet, qui était un conseiller de Mitterrand, avait posé une doctrine comme ça, qu'il fallait séparer les durs et les mous. Mais en fait, les choses se posent pas vraiment comme ça.
les choses se posent que certains et certaines d'entre eux, au moins pour marquer le coup, ne voulaient pas s'arrêter et essayer de passer à autre chose, à la communication et tout. Mais tout le monde s'est fait avoir, eux aussi. 25 ans de prison. Je ne sais pas comment répondre à ton truc. Je pense que il y a eu un moment de bascule où quand Mitterrand est arrivé, oui, la majorité des personnes avaient envie vraiment d'y croire. Et je pense que les grands bourgeois et les patrons ont réussi à reprendre la main, quoi. Et surtout à contrecarrer toutes ces utopies qui venaient de 68 et des années 70. Et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi, jusqu'à ce que Sarkozy le pose clairement depuis le yacht de Bolloré en 2008 en disant il faut en finir avec l'héritage de 68. Jusque-là, c'est un chemin qu'ils ont fait patiemment à reprendre la main et à changer les utopies et à commencer à installer l'idée que la réussite, c'était d'avoir des montres en or, que le confort, c'était avoir des grosses bagnoles avec la clim et de faire des autoroutes et que le progrès, c'était d'aller sur la Lune ou sur Mars avec des vaisseaux spatiaux, quoi. Des trucs mais complètement hors sol et pourtant qui font le rêve de... Enfin, ils reconstruisent le rêve des gens, les rêves des gens, quoi. Ils ont pris la main, quoi. Ouais. Moi, j'ai 12 ans, moment crucial. Et dans le film, elle a 12 ans, oui. Et donc, je refais le chemin avec elle, ouais. Donc, il y a une sorte de passage de témoin, quoi. On a l'impression... En tout cas, je voulais qu'elle sache ce qui s'était passé. Dans une espèce d'effacement total voulu par Sarkozy, le truc d'effacement de tous ces rêves, de toutes ces utopies, je voulais qu'elle sache. Je ne sais pas si je lui fais passer quoi que ce soit, parce que moi, j'ai quand même pas fait grand-chose. Mais je voulais qu'elle sache que ça a existé, quoi. En fait, le truc, c'est que dans ma tête, il y a des choses qui sont évidentes, mais qui n'étaient pas forcément pour elle. Après, elle aura ses évidences à elle, qui seront sûrement différentes des miennes, et j'espère. Parce que moi, je suis du siècle dernier, elle est de ce siècle. Elle est revenue, elle était inscrite en 6e, elle part en 6e. Et ils ont remis en 6e les cours de morale. C'est instruction civique et morale. Et alors, ce premier cours de 6e, en morale, elle apprend, elle revient, elle a un cours sur la justice. Première définition, la justice, c'est ce qu'on a le droit de faire. Et alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Là, il faut que je mette un contrepoint à ça. Il faut que je lui explique des choses parce que on a le droit de rien faire. Donc, si c'est ça la justice, c'est pas possible. Et donc, je voulais lui montrer et lui faire découvrir son grand-père qui était mort et qu'on discute avec sa mamie. Et c'est pour ça que je voulais lui montrer toute une partie de la famille politique qu'on voit plus, que ma mère ne voit plus, que ma famille ne voit plus, à savoir Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon et Michel Camilleri, qui eux avaient fondé Action Directe. Voilà. Et donc je voulais partager ça avec elle. Je ne sais pas si c'est une transmission, si c'est un partage. Je voulais lui partager un peu notre culture. Voilà. En fait, c'est de là qu'est parti le film. Ouais, c'est ça qui fait le film. Ouais. Voilà. Après, elle est pleine d'espoir. Normal. Oui, c'est super.
Mais elle pose de bonnes questions. je crois. En plus, elle pose de bonnes questions auxquelles vous ne répondez pas forcément. Et peut-être. Non, mais dans le film, elle dit ouais, elle répète plusieurs fois parce qu'elle attend une réponse. Ouais. Elle n'arrive pas à la réponse. Ah oui, mais peut-être faudrait que je revoie quand même. On a mis 1 an de montage. Ouais, c'est ça. Oui. Et comment se passait la production du film, la mise en place, je veux dire, du documentaire? Ça c'était difficile à mettre en... Disons que j'avais pas d'idée Parce que hier, t'as parlé formelle. des ateliers Varan, ouais. Oui, parce que en fait, je bouclais. Je voulais faire ce 3e volet et je faisais exactement la même chose, même sur le fond. Hein, je répétais exactement les mêmes choses que. Et tu sais pourquoi? J'étais stérile. Je n'avais pas de jus, quoi. J'avais pas de jus et donc j'ai fait les ateliers Varan. Et donc Catalina Villar et Marie-Claude Treilloux m'ont montré plein de films et elles m'ont vraiment accompagné à me dire ouais ça c'est vas-y ça tu l'enlèves et à force d'enlever il restait rien et donc elles ont dit bon on va essayer de chercher une forme et donc on a commencé à dessiner et moi je suis très admiratif du cinéma direct et des films qui n'ont pas de voix off. Et moi je parle au passé, en fait mes films sont au passé et donc elles essayaient de me montrer, de me faire comprendre que c'était pas possible de faire sans voix off et sans un support un peu qui témoigne de tout ce point de vue d'enfant au milieu des adultes, quoi. Et au milieu de l'actualité et des archives INA et tout ça. Il fallait forcément. Et c'est là qu'est né le dessin, le graphisme et cette voix off. Voilà. C'est-à-dire que il a fallu quand même un déclencheur pour dire je vais faire le film. Disons que je crois que j'étais pas sûr de pouvoir raconter cette histoire complètement à la première personne. Et d'ailleurs, il n'est pas à la première personne parce que j'échange avec ma fille et j'échange avec ma mère. Et d'ailleurs, au final, il n'est pas à la première personne grâce à mes productrices, Annabelle Bouzon et Marie Dumoulin. Grâce à mes productrices, il n'est pas à la première personne. Mais au début de l'écriture, ce qui a débloqué, c'est quand Dominique Cabrera m'a dit j'arrivais pas à écrire et elle m'a dit sois sincère. Et donc je suis parti avec ça et donc c'est parti sur un texte à la première personne et c'est petit à petit que Marie et Annabelle m'ont dit c'est pas mal quand même s'il y a ta fille et si vous dessinez ensemble et si tu racontes l'histoire à ta fille, voilà. Il y a aussi un autre personnage qui est important dans le film, c'est l'imprimerie. Ouais, l'imprimerie 34. La notion de l'imprimerie chez les anarchistes, c'est une valeur économique aussi. C'est une valeur économique et puis c'est aussi d'avoir des moyens de communication, quoi. C'est-à-dire que là, on s'est fait complètement défoncer par Internet et par Bolloré et par les médias dominants. Les radios libres tiennent. Il y a il y a toi qui tient le coup, mais le papier, par contre, c'est très dur, ça a complètement disparu. Non, mais quand je parlais de ça, je parlais que c'est dans l'essence même des anarchistes ou des libertaires, la notion de l'imprimerie. Il faut savoir que le premier syndicat de l'imprimerie, ce sont les typographes, je sais. C'était CGTU, ouais. Donc des anards. Oui, donc, oui. C'est très ancien, c'est très ancien. Dans le cheminement intellectuel d'un groupe, oui. d'un groupe politique. C'est ça dont je voulais dire. Oui, mais tu as tout à fait raison. Historiquement, les imprimeurs sont anarchistes, mais
Heureusement pour eux, les anarchistes sont passés à d'autres médias. Parce que le papier, franchement, c'est malheureux, mais c'est fini. Il y a des bouquins, il y a quand même des livres, les livres restent. Et ça c'est important parce que le papier, on ne sait pas ce que vont devenir. C'est très facile d'effacer des données et de dire ça n'a jamais existé. Alors que les livres, avoir un support physique, il y a plein de librairies anarchistes encore, et de livres. Et les affiches et les brochures, ça disparaît. Où tu les as retrouvées, les affiches de 68? Parce qu'elles doivent être très belles et que je ne connaissais pas personnellement. On les a achetées. On les a achetées soit à la Bibliothèque nationale de Paris, soit au musée de l'affiche à Toulouse. Enfin, il y avait une collection à Toulouse. Et puis il y a plein d'affiches, c'était mes parents qui les avaient imprimées. Voilà.